Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez avec Marie-Charlotte. Depuis toujours, elle cultive un lien particulier avec l'Amérique latine puisqu'elle y a rencontré son amoureux. 20 ans après, elle y retourne pour 6 mois de voyage avec ses enfants et le micro de son podcast Crush pour non seulement interviewer des couples franco-latinos, mais aussi explorer ce continent en famille. Cet épisode est une invitation à cultiver sa curiosité. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour MC. Salut Camille. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Écoute, ça va pas mal. Quelques frustrations, mais tout va bien sur le fond. Ça marche. Mais écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. On a tellement de choses à raconter aujourd'hui. Je suis vraiment tellement heureuse qu'on fasse cet épisode toutes les deux. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes propres mots et terminer en nous disant comment ton entourage te décrirait ? Oh waouh. Alors, je suis Marie-Charlotte Danchin. J'ai 45 ans dans un mois. Je suis maman de 2 enfants de 10 et 8 ans. Je suis en couple avec un homme merveilleux depuis 13 ans. Je suis podcasteuse. Je parle d'amour dans Crush le podcast. Je raconte des histoires d'amour et je décrypte les relations amoureuses modernes. Et comment me décrirait mon entourage ? C'est une très très bonne question. Et je pense je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait cet exercice. Je pourrais leur demander. Je pense qu'ils diraient que je suis quelqu'un de dynamique, créative et tête en l'air. Ah oui. Super. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'une aventure assez folle et il y a tout un fil rouge en plus derrière cette aventure, donc c'est ça que je trouve assez fascinant. En fait, tu es partie 6 mois en voyage avec ta famille en Amérique latine, mais cette aventure n'est pas sortie de nulle part, puisqu'en fait, il y a l'amour qui est au cœur de tout ce voyage. Donc on va revenir en arrière, si tu veux bien, là où tout a commencé, à Buenos Aires, en 2005. Est-ce que tu veux bien nous raconter cette rencontre qui a bouleversé ta vie ? Alors, Buenos Aires 2005, je pense qu'on était en mars. Je suis à Buenos Aires pour quelques mois dans le cadre de mon DESS, car à l'époque, le master s'appelait DESS, de gestion de projet culturel à l'international. Et je suis fan du continent latino. Je parle espagnol parce que j'ai fait un Erasmus en Espagne et que je suis complètement fan, amoureuse de cette langue depuis que je l'ai commencé en 4e. Et je pars à Buenos Aires avec l'idée de monter, dans le cadre de mon DESS, un festival de cinéma latino. Et à cette époque-là, je regarde beaucoup de films argentins, parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle le Nuevo Cine Argentino. Et je pars en quête de rencontres avec des producteurs et des réalisateurs de films là-bas. Et ma mission, c'est de revenir avec des films à montrer dans un festival en France et en Espagne. Et un soir, je vais pour visionner un film à l'Alliance française, dans l'auditorium de l'Alliance française de Buenos Aires, où il passe ce film. Et à l'entrée de la salle, il y a un garçon à la peau mate, brun, et il est très très souriant. Il a un costume trop grand, et moi ça me fait marrer. Et je trouve qu'il dénote un peu dans l'espace institutionnel dans lequel on est, parce qu'il est un peu what the fuck. Je sais pas pourquoi, je vois un truc un peu, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Et c'est lui qui déchire mon ticket, parce qu'à l'époque, on avait des tickets. Et je vais voir ce film. Et en sortant de la salle, il y avait du film, il y avait un petit cocktail. Et donc, je grignote, je bois un coup et j'entame la conversation avec lui. Faut savoir que moi, à l'époque, je suis en couple depuis 4 ans déjà, 3 ans, avec un garçon qui est resté en France pendant mon voyage en Argentine. Donc, j'ai pas du tout l'esprit ouvert. Voilà, je discute avec lui, on échange nos numéros. Je me dis ça pourrait être sympa de se revoir pour avoir des potes à Buenos Aires. Et voilà. Bon, et il se trouve qu'en fait, notre histoire va aller beaucoup plus loin que ça. On va avoir un gros coup de cœur. On va vivre une belle histoire pendant 1 mois. Et moi, je rentre en France après plusieurs mois à Buenos Aires en lui laissant une lettre d'amour sur son lit. Et je rentre retrouver ma vie à Paris avec mon petit ami. Et me revoilà partie dans ma vie. Et quelques années plus tard, je vais recroiser Florian par hasard dans la rue à l'entrée du métro. On va boire un café ensemble. Je vais comprendre qu'il est rentré en France accompagné de son amoureuse chilienne.
Donc, moi, je suis toujours avec mon mec, donc pas de possibilité qu'il se passe quoi que ce soit entre nous, sauf qu'on va se recroiser une deuxième fois par hasard au boulot, puisque il bosse dans l'événementiel et moi je bosse à l'époque dans l'événementiel, et on va avoir des événements à organiser ensemble, complètement par hasard. Moi, à 30 ans, je quitte mon mec avec qui j'étais depuis 8 ans, et 2 ans plus tard, Florian et moi, on va se remettre ensemble pour une histoire qui dure jusqu'à maintenant. J'adore. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Crush le podcast, donc ton podcast qui explore les premiers jours des histoires d'amour, tu racontes justement plus en détail cette rencontre enfin cet épisode m'avait bouleversée tellement c'est riche en rebondissements et tu parles beaucoup de hasard. Mais bon, est-ce que c'est pas aussi un petit peu c'est des retrouvailles providentielles, toute cette histoire d'amour qui est donc née à Buenos Aires? Est-ce que tu peux aussi peut-être nous décrire cette ambiance à l'époque quand vous avez votre premier baiser à Buenos Aires? Il me semble qu'il y a tout un climat pour que l'audience arrive à se projeter un petit peu. Alors, on est sur un toit de Buenos Aires. En haut de mon immeuble, en fait, il y a un toit terrasse. Et à Buenos Aires, il y a pas mal ça. Tu as beaucoup de toits qui sont aménagés en rooftop. Et on a une vue sur toute la ville. On est en plein centre, donc sur la Plaza Congreso. Donc vraiment, on est en plein centre, à quelques centaines de mètres de l'Avenida de Mayo, qui est l'avenue principale, qui est une belle avenue, dont beaucoup d'immeubles ont été construits par Haussmann. C'est un style haussmannien. Et on a la vue, c'est le soir, on est en train de faire une petite fête avec mes colocs, j'ai invité Florian. Et il y a une brume sur tous ces toits, parce qu'en fait, c'est une grande ville et donc l'air est pollué, et le ciel le soleil est en train de se coucher, donc on est sur un ciel de coucher de soleil. Et au fur et à mesure de la soirée, il y a une certaine tension qui s'installe entre Florian et moi, de loin. Et à la fin de la soirée, tout le monde s'en va, tout le monde redescend. Il ne reste plus que lui et moi sur la terrasse, et on va s'embrasser pour la première fois dans un élan tu sais, de lévitation, là, dans ce genre de situation. Vraiment, on ne sait plus trop où on est, où on se trouve, qui on est. Sauf que la petite anecdote, c'est que le lendemain arrive mon petit ami français pour partir à un mois en voyage dans le sud du pays. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, c'est fou de se dire que tout a commencé là à Buenos Aires, et j'imagine aussi que quand même ce cadre d'être à l'étranger, faire une rencontre avec un Français dans un autre pays, est-ce que ça a peut-être rajouté aussi toute cette passion aussi, ça peut être aidé? Ouais, je pense que ça désinhibe. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là quand je suis à l'étranger. En plus, là, j'étais toute seule, tu sais, j'étais partie plusieurs mois. C'était, à part mon Erasmus, où tu es quand même encadré, tu es dans un cadre étudiant et tout. Là, c'était la première fois que je partais vivre à l'étranger, très loin. C'est la première fois que je mettais les pieds sur le continent latino-américain. Et j'avais ce sentiment de liberté extrême, presque vertigineux. En fait, ça me foutait les jetons, quoi. Ouais, ouais. Je kiffais, tu sais, j'étais dans une euphorie, mais en même temps, j'avais les jetons. Et donc, du coup, oui, je pense que ça désinhibe, et ça ouvre clairement l'esprit et même le corps à la rencontre. Donc, je pense que c'était facile pour moi d'aller vers les gens à ce moment-là. Et une autre anecdote qui est quand même assez dingue, je trouve, c'est que donc là, vous avez lancé votre vie tous les deux en France, vous avez eu un premier enfant, et tu as appris ta deuxième grossesse à Buenos Aires. Ouais, parce que du coup, quand mon premier fils, mon premier enfant naît, un an plus tard, on retourne en Argentine tous les trois pendant un mois pour célébrer le mariage d'amis qui se marient à Esquiel, donc en Patagonie. Et on emmène notre fils avec nous, donc on part un mois là-bas. Et c'est vrai qu'en arrivant à Buenos Aires, après quelques jours de balade, un jour dans une librairie, il y a plein de librairies à Buenos Aires, il y a plein de cinémas et de librairies. On est dans une librairie et je touche ma poitrine comme ça, je fais c'est bizarre. Je regarde Florian et je fais c'est bizarre, j'ai mal au sein. Il me dit fais un test de grossesse. En fait, il faut savoir que c'était pas tout à fait prévu au programme. Grosso modo, Robinson, donc mon fils aîné, avait 1 an, et on venait de se dire pourquoi pas. Et moi, j'étais en transition de pilule entre ma pilule d'allaitement
et une pilule normale, bah ça, la transition a merdé. Et donc, on a acheté un test de grossesse. On est monté dans la plus haute tour de Buenos Aires, qui est un hôtel, et c'est un rooftop. Il y a un bar, une piscine avec vue, pour le coup, c'est très très haut, donc vraiment sur toute la ville. Et j'ai fait le test de grossesse aux toilettes du bar, et je l'ai ramené au bord de la piscine et il était positif. Donc on a appris que j'étais enceinte à Buenos Aires. J'aime trop. Donc vraiment tout tourne autour de cette ville, j'ai l'impression. Donc là ensuite, la vie a continué, j'ai envie de dire et tu t'es lancée dans la création donc de ton podcast, Crush où donc voilà, pour les histoires d'amour, on est vraiment sur un autre thème, mais qui reste, comme je le disais, un peu ce fil rouge, dans toute cette aventure. Puisqu'en fait, tu es repartie en Amérique latine, ce coup-ci avec ton mec, tes enfants et ton micro de podcasteuse. Absolument. Il se trouve qu'il y a 2 ans, avec mon chéri, on a commencé à penser à ce rêve qu'on avait dans notre bucket list là, de vie, de partir en voyage en famille. On s'est posé la question de où on voulait aller, sachant qu'on avait quand même pas mal vadrouillé déjà sur le continent latino-américain. On s'est demandé, est-ce qu'on veut retourner dans les pays qu'on connaissait déjà, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Bolivie, ou est-ce qu'on a envie de voir d'autres choses? Ou est-ce qu'on veut même aller sur un autre continent? Enfin voilà, on s'est posé plein de questions, puis on a décidé qu'on irait en Amérique latine et qu'on avait envie d'aller voir ce qui se passe en Amérique centrale parce qu'on ne connaissait pas du tout. Donc ça, on a commencé à avoir ce projet il y a 2 ans et demi, et à commencer à se dire, bon, bah, comment on s'y prend, comment on envisage la sous-location de l'appartement à Paris, comment on envisage l'école des enfants, comment on envisage, lui, mettre en pause son boulot parce qu'il est en CDI, comment moi, je peux, avec mon boulot d'indépendante, mettre les choses en place pour pouvoir partir. Et il se trouve que quelques mois plus tard, une connexion sur LinkedIn amène à moi un certain Yann Lapoire, directeur de l'Alliance française de Medellín en Colombie. Et que j'entame une conversation avec Yann sur LinkedIn. Et que tout de suite, je lui dis, mais c'est fou, mais vous savez, nous, on part, on est en train d'organiser notre voyage pour partir 6 mois en Amérique centrale. Et on a prévu de passer par la Colombie notamment. Et je me prends à rêver à une collaboration avec les Alliances françaises pour faire des épisodes d'histoires d'amour interculturelles entre des Français et des Latinos. Et le gars, Vlatipa, qui me répond, bah vas-y, on le fait. Je fais, bah d'accord. Et donc pendant un an, on a monté ce projet entre Medellín et Paris. On est allé chercher des subventions. Et on a conçu, du coup, le Crush Tour, une tournée des Alliances françaises régionales entre le Mexique et la Colombie pour 8 enregistrements en public dans le cadre des programmations culturelles des Alliances françaises partenaires qui ont ensuite été diffusées sur le podcast en tant qu'une série spéciale Amour interculturel sur toute l'année 2025. Donc ces fameuses alliances françaises, parce que c'est pour ça que j'avais voulu qu'on revienne sur ta rencontre avec ton amoureux, parce que c'est quand même le clin d'œil de ce retour de l'alliance française. C'est fou. Et donc en fait, vous avez articulé du coup après, j'imagine, tout votre périple en fonction des enregistrements que vous alliez faire. Oui, c'est ça. En fait, une fois qu'on a eu la liste des alliances, donc les villes dans lesquelles je devais enregistrer, on a construit notre périple, donc le choix des pays, le choix des itinéraires, en fonction de ces villes. Il y en avait 8. Donc là, tu disais, tu as pu interviewer 8 couples interculturels sur l'amour avec donc ces épisodes, et je mettrai le lien pour celles et ceux qui veulent aller les découvrir. J'aimerais bien, si c'est OK pour toi, avant qu'on se lance dans le cœur de votre voyage en famille, faire une petite parenthèse sur l'amour au cœur du voyage, puisque c'est vrai que le podcast Good Visa, c'est le podcast voyage, mais je me disais, bon, je dis pas qu'il y a toujours l'amour au sein d'un voyage, mais ça arrive quand même assez souvent, des rencontres en voyage. Donc, je suis ravie qu'on puisse aborder quand même le thème avec toi, qu'on fasse une petite parenthèse, que tu nous partages peut-être ce que tu as pu apprendre, en fait, de ces interviews avec ces couples, avec notamment, comme on était en train de le dire juste avant avec ta propre rencontre, où en fait, j'ai l'impression que le voyage, crée une certaine disposition émotionnelle, j'ai envie de dire, nous met dans un état assez particulier où on se demande
je te demande si, du coup, c'est ressorti dans tes interviews Mmh. où les personnes interviewées t'ont peut-être dit qu'elles faisaient preuve de plus de lâcher prise, de se sentir plus soi-même ou même toi, en fait, comme tu nous le décrivais, juste Mmh. avant? Alors, il y a eu différents, configurations de rencontres dans les 8 interviews. Il y a eu des couples qui se sont rencontrés en Europe dans le cadre de leurs études et qui sont ensuite venus s'installer dans le pays, d'origine, de la personne latino-américaine. Donc, par exemple, l'épisode, de Mexico, ils se sont rencontrés à la fac à Rennes. Elle était en échange à la fac de Rennes et ils se sont rencontrés à ce moment-là dans l'ascenseur, bref, un pitch love elevator, un love pitch elevator et ensuite ils sont allés s'installer, au Mexique. Hem, Pareil, l'épisode de El Salvador, ils se sont rencontrés à la fac en Allemagne et après effectivement les autres épisodes, c'est des voyageurs qui sont partis en voyage dans un de ces pays et qui ont fait une rencontre qui, pour le coup, a bien changé leur trajectoire puisqu'ils sont restés ou alors ils sont rentrés puis ils sont revenus. Il y a également une prof de français de l'Alliance française de San José au Costa Rica qui, elle, est venue pour travailler à l'Alliance française et qui est tombée amoureuse d'un de ses élèves, adulte, je précise évidemment, qui avait le même âge qu'elle. Du coup, ben, plutôt que de rester 2-3 ans en poste, bah, ça fait 20 ans qu'elle y est. Et alors, moi, je partais vraiment, la question, c'était effectivement, est-ce qu'il y a des spécificités dans les rencontres binationales, biculturelles? Est-ce qu'il y a des patterns qu'on peut retrouver? Alors, est-ce que ça fait une différence? Après 8 épisodes et 8 interviews, ce n'est que 8 histoires. Ce ne sont que 8 histoires, mais ma première réponse à la fin, ça a été non, en fait, il n'y a pas de différence. En fait, c'est la même magie. En fait, c'est la rencontre entre deux êtres, c'est la rencontre entre deux histoires, c'est la rencontre entre deux inconnus qui viennent avec tout leur bagage, mais il n'y a pas de différence. En vrai, c'est pas tout à fait exact. Il y a effectivement à chaque fois, chez tous les protagonistes de ces histoires, un vrai élan, une vraie capacité à être curieux et ouvert et avoir envie de découvrir quelque chose d'inconnu, de différent. Il y a un vrai goût pour l'aventure d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas, de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et effectivement, dans le cas des voyageurs, ce que tu disais est tout à fait vrai. C'est ces voyageurs qui sont partis un mois en Colombie. L'invitée de l'épisode de Medellín, elle est partie un mois en Colombie pour faire un break parce qu'elle elle avait besoin de partir, de quitter sa vie en France. Elle arrive là-bas. 3 jours plus tard, elle rencontre un garçon. Et derrière, toute sa vie est chamboulée. Elle n'est jamais rentrée. Et elle, clairement, elle était dans un mode advienne que pourra, quoi. J'y vais et puis on verra bien ce qui se passe. Et quand ce mec arrive ce jour-là et qu'elle le rencontre, en fait, tout est possible. Pour moi, c'est pas seulement un événement pour elle, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il y a l'amour qui lui tombe dessus, mais elle décide aussi de s'intéresser à ce gars-là, de comprendre qui il est, quelle est sa culture, et ensuite, en vivant dans sa famille, de comprendre comment cette personnalité est née et comment elle s'est créée dans sa société, dans sa culture, dans sa façon de voir le monde, dans sa vision des relations. Et donc oui, effectivement, je pense qu'il y a une prédisposition à être ouvert sur le monde, à être curieux de l'autre et à être capable de lâcher prise pour voir ce qui peut se passer, quoi. Et j'aime bien que tu parles de curiosité parce que tu te dis quand tu rencontres, voilà, quelqu'un dans ton pays, tu vas avoir forcément de la curiosité sur, je sais plus si c'était un de tes épisodes où par exemple avec eux, où tu poses la question à ton partenaire, qu'est-ce que tu regardais en dessin animé quand tu étais plus jeune? Mais en fait, si c'est du coup, la même culture, peut-être que ça va être plus simple et la conversation va vite s'arrêter, j'ai envie de dire. Mais si c'est une autre culture, du coup, tu découvres encore tout un autre chapitre, donc c'est vrai que je pense que cette curiosité-là est hyper importante, ouais. Mais je me suis même posé la question, il y a certains de ces couples qui sont ensemble depuis très longtemps,
Le couple du Costa Rica, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Et je me suis même posé la question, est-ce que cette grande différence au départ, justement, le fait que tout le référentiel culturel ne soit pas le même, que la façon de penser n'est pas la même, la langue n'est pas la même, ça va ensemble, la vision du monde et de l'humain n'est pas la même, est-ce que du coup le chemin pour atteindre l'autre n'est pas encore plus long? Et du coup, si tu entretiens cette curiosité au fur et à mesure de la relation, tu as toujours des nouveaux trucs à apprendre. Et donc, ce qui fait que ces couples-là, interculturels, durent plus longtemps. Tu vois, je me suis posé cette question, donc j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je trouve ça passionnant de se dire que dans n'importe quelle relation, il y a un chemin à parcourir pour aller vers l'autre et que dans le cas de très grandes différences culturelles, ce chemin est encore plus long et la relation peut durer encore plus longtemps avec de l'amour, du mystère, de la découverte et de la surprise. Et en plus, toute cette adaptabilité qu'on est quand même amené à voir quand on voyage, là, du coup, avec une autre culture, tu dois encore plus t'adapter parce que parfois, il y a des cultures qui sont complètement, opposées sur plein de sujets. Donc j'imagine que voilà, ça va faire appel à la tolérance, à vraiment arriver à jauger ça, dans un couple, jusqu'où tu t'adaptes pour la culture de l'autre et ainsi de suite. Donc Ça, il y a un nombre d'anecdotes qui sont passionnantes dans les épisodes, quoi. Surtout culinaire, c'est marrant. C'est revenu assez souvent, mais oui, oui. Et la façon de... la présence de la famille, la présence de la religion, les rites, en fait, les rituels familiaux, sociaux, comment... l'amitié aussi, ça fonctionne pas forcément de la même manière. Et ça, c'est... Ah non, c'est passionnant à explorer, quoi. Vraiment, moi, je trouve ça extraordinaire. et en plus, tu vois, tu parles des familles, c'est aussi un petit peu un gros challenge, j'imagine, dans ces rencontres-là. Parce que quand, moi, j'ai par exemple dans mes amis, d'ailleurs, Johanna qui avait été interviewée pour le deuxième épisode, une amie à moi qui est partie en Colombie, encore une Mhm. fois, et pareil, qui était prof de français et qui a rencontré un de ses élèves, pareil, même âge qu'elle. Euh, Après, il faut annoncer tout ça à sa famille, qu'on va s'installer à l'autre bout du monde. J'ai une autre copine qui vit au Japon et bah, voilà, elle a rencontré son mari au Japon, elle est jamais rentrée, en France. Parce que quand tu annonces à ta famille que tu pars faire, je pense à certains aventuriers, tu vas faire le tour d'un pays, que tu vas aller explorer pendant 3 4 ans un continent et après quand tu annonces: «Hello, je ne reviens pas». Ça, c'est une vraie question à travers toutes les histoires de cette série Amour interculturel. Il y a toujours la question à un moment. Je crois que la plus marquante, c'est entre le Salvadorien Mauricio et Elisa française, où là, en plus, tu as un contexte de sécurité au Salvador et où les parents de Elisa ont eu du mal à se faire à l'idée et avaient peur en fait pour elle qu'elle aille s'installer là-bas parce que la situation du Salvador il y a quelques années était quand même très très complexe et oui, dans tous les couples que j'ai interviewés, il y a eu ces questions et comment tu l'annonces à ta famille et comment ils le prennent et quelle est leur ouverture d'esprit à eux et comment tu arrives à garder le lien alors que tu es à distance. Voilà. Et dernier petit point par rapport à la barrière, Mhm. linguistique, qui parfois en est une, parfois n'en est pas une. J'ai l'impression ça aussi qu'il y a beaucoup d'anecdotes, à ce sujet. Et je me posais la question de, quand tu parles, par exemple, un couple qui va parler en anglais, où c'est pas la langue, maternelle pour chacun des 2, du coup, ils se retrouvent sur ce terrain commun. Je me demande, est-ce qu'en fait, on peut être véritablement soi à 100 quand on s'exprime au quotidien dans une langue qui n'est pas notre langue, maternelle? Enfin, c'est un peu une question pour l'audience aussi et d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir, vos avis, dans l'audience. Je me suis posé aussi la question beaucoup à travers ces 8 histoires. Hem, alors que ce soit comme le cas de figure, dont tu parles, où il y a une troisième langue, c'est le cas du couple de Medellín, ils parlent anglais. Parce qu'elle parlait pas suffisamment bien espagnol pardon et lui parlait pas du tout français. Par contre, il parlait anglais et elle aussi. Donc ils parlent toujours anglais aujourd'hui après 8 ans. Et il y a aussi, le français qui arrive, dans le pays, latino et qui doit apprendre l'espagnol. Et donc cette question de, comment on arrive à exprimer ses émotions, à communiquer de façon saine quand c'est pas ta langue maternelle, toute la partie linguistique aussi, c'est hyper intéressant parce que ça reflète aussi une façon de voir la vie et de voir le monde d'une langue. Et donc, quand
quand tu es français et que tu te mets à parler espagnol, en vrai, tu endosses une autre vision du monde. Et la langue est adaptée à ça. Elle correspond à ça. Donc, c'est pas facile. Et souvent, ce qui est ressorti, c'est que c'est pas forcément difficile d'exprimer ses émotions. En revanche, pour quasiment tous les couples, quand il y a une dispute, alors là, c'est retour à la langue maternelle direct. Quand c'est trop, trop fort à gérer, tu sais, les émotions, bam, français. Excellent. Donc, pendant que tu recueillais toutes ces histoires, vous viviez aussi en parallèle votre propre aventure en famille. Donc là, si tu veux bien qu'on plonge maintenant dans le vif du sujet, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse sur l'amour au cœur du voyage. Donc, vous aviez plusieurs destinations. On va malheureusement pas pouvoir creuser chacune d'entre elles, mais quand même les aborder un petit peu. Vous êtes parti d'abord au Mexique pendant 1 mois. Quand tu fermes tes yeux, que tu repenses à ce mois au Mexique, quelles sont les images qui te viennent tout de suite? Alors déjà, il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup, beaucoup de couleurs, de dessins et de peintures sur les murs, partout, partout, tout le temps, de façades colorées. C'est le premier truc qui m'a marqué quand on est arrivé, et ça a été le cas dans tous les autres pays qu'on a visités. C'est vraiment cette présence de la couleur au quotidien, dans l'espace urbain et à l'intérieur des maisons, ce qui change complètement ton rapport à la réalité et ton humeur. Et après, j'ai des moments en famille, j'ai les premiers moments à Mexico, parce que là, c'était vraiment la rupture, et donc là, c'était l'adaptation, la première adaptation. Et ensuite, il y a les moments à Oaxaca, parce que j'ai adoré cette ville, et donc ça m'a émotionnellement, ça m'a transpercée, et donc je me suis imbibée de l'ambiance de cette ville. Et ensuite, il y a tous les moments, on est resté 3 semaines au bord de la mer, sur le Pacifique, à Mazunte. Et là, c'est comme si on était des locaux, on avait notre petite maison, on allait à la plage tous les jours. On faisait nos petites courses, on prenait le bus, le camion. Et ça, c'était comme si, on avait fait le choix de rester 3 semaines, justement parce qu'on voulait essayer d'avoir une espèce de vie normale ailleurs. Et du coup, il y a plein de petits détails de notre quotidien à ce moment-là que j'oublie pas. Et quand tu dis que ça t'a transpercé le cœur, que ça t'a vraiment ému, tu as réussi à poser le doigt sur ce qui avait ouvert cette faille, j'ai envie de dire? Bah, je pense que c'est une histoire. Cette ville à Oaxaca, ce qui m'a plu, c'est donc toutes ces couleurs, tous ces dessins. Vraiment, ça change complètement tout. Enfin, quand je me promène à Paris, toutes les façades sont de la même couleur. En France ou en Europe, en fait, toutes les façades sont de la même couleur. Sauf exception, tu vas à Honfleur et là, on se fait waouh! Bah, là-bas, en fait, c'est tout partout pareil. Et puis, c'est vraiment une culture. Donc, ils sont tous en train de repeindre leurs façades de toutes les couleurs, et une couleur, et 2 couleurs, et 3 couleurs. Ils font des assortiments extraordinaires. Et en fait, ça change vraiment toute la perspective. Et moi, je sais pas, je me dis, mais c'est hyper important la couleur dans la vie. Et puis il y avait une histoire de rythme aussi à Oaxaca. J'ai bien aimé le rythme de cette ville, le tempo. Et du coup, bah, c'est comme si mon corps s'était adapté à ce rythme, à ce tempo, aux gens qui sont extrêmement chaleureux, aux échanges qu'on a eus, à la mescalita. Enfin, tu vois, c'est bien adapté. Non, mais c'est parfait, je me projette, tout à fait. Il me semble aussi que la faune et la flore étaient incroyables. Tu avais posté sur le compte, spécial que tu avais créé pour ces escapades. À un moment, je crois, il y a un crocodile qui se balade à côté de vous, enfin, tout va bien. Ah, ça, c'était un des aspects du voyage au Mexique et dans tous les autres pays qu'on a eu la chance de visiter. C'est vraiment un rapport à la nature qui est très différent à celui qu'on a en Europe, où en fait, il n'y a plus beaucoup de nature. Là-bas, il y en a encore, elle est encore accessible. Et il y a plein d'animaux qui sont dans le quotidien, qu'on n'a pas, nous, ici. Une myriade d'oiseaux de toutes les couleurs qui me fascinent. Dans la mer, on a vu les baleines, les dauphins, les tortues, les espadons. Les enfants, on nage avec les dauphins. Enfin, tu vois, c'était vraiment fabuleux, quoi. Ah, maman, il y a des dauphins. Allez, un masque, un tuba, et hop, ils sautent du bateau et ils y vont. Donc ça, ouais, c'est vraiment... ça a beaucoup marqué tout le voyage, et ça a aussi marqué l'expérience pour les enfants. C'était un petit peu pour toi aussi,
j'ai l'impression de renouer un petit peu avec cet amour du voyage parce que tu avais beaucoup voyagé plus jeune, ensuite tu avais voyagé en couple et là, c'était la première fois que tu voyageais avec, tes enfants parce que tu me racontais, en fait, tu avais mis quand même en pause les Mmh. voyages pendant plusieurs années et qu'est-ce que ça t'a fait justement de retrouver un peu cette magie des premiers instants dans un pays et de le voir à travers les yeux de tes enfants aussi? C'est vrai qu'on avait un peu arrêté de voyager. Il y a eu covid qui nous a vachement, stabilisés. Conscience écologique aussi, à se poser, beaucoup de questions. On a beaucoup baroudé en France, sur les 9 premières années de notre fils et c'est vrai que c'était, très attendu de notre part à tous les 2 de voyager avec les enfants et ce qui m'a absolument fascinée, mais fascinée, c'est leur capacité d'émerveillement face à tout et voyager à travers le regard des enfants, c'était la première fois que je le faisais donc et c'est la meilleure manière qui soit de voyager. C'est absolument fabuleux. Ils ne sont jamais blasés de rien. Tout est extraordinaire. Tout est, source, de cris de joie, tout est spectaculaire et nous, bah, on a passé 6 mois à vivre à travers ça et donc tout était extraordinaire pour nous aussi. Donc c'était fabuleux, on était là, mais c'est vraiment magique et je suis sûre que s'ils n'avaient pas été là, au bout d'un moment, on aurait dit: «Ouais, bon, bah, ça on l'a déjà vu, ouais, bah, ça non, mais non, non, non». Mais avec eux, impossible, impossible. On le perd, en fait. Il faut le cultiver et en vrai, être en présence d'enfants, ça te permet de le cultiver, je trouve. Et après, j'imagine que c'était peut-être aussi, une adaptation pour vous d'être, passés d'un quotidien en France où, bah, tes enfants étaient à l'école, tous les jours. Là, se retrouver H24 avec ses enfants. Je pense notamment à l'épisode que j'ai enregistré avec Ombline qui a fait la traversée de l'Atlantique avec ses enfants qui étaient en plus, tout jeunes, où elle m'expliquait à quel point ses enfants l'ont fait grandir, que ça a été un miroir parce que des fois c'est un sacré apprentissage. Est-ce que toi aussi, c'est venu peut-être te bousculer un petit peu, d'être tout le temps avec eux, de voyager avec eux? Alors moi, j'avais beaucoup, d'appréhension sur, ce huis clos, à 4. Le huis clos avec mon mec, tout le temps, parce que, dans notre vie quotidienne, on n'est pas ensemble toute la journée et avec les enfants non plus, puisqu'ils sont à l'école et que ça me convient très bien dans ma vie quotidienne et donc j'avais très peur de ce huis clos et de devoir, se supporter, c'est comme ça que je le voyais, pendant 6 mois sans véritable échappatoire possible et en vrai, ce qui s'est passé était absolument, inattendu pour moi et une vraie belle surprise parce que je n'en ai pratiquement pas souffert. Je l'ai vraiment vécu comme un moment, unique et qui se reproduira pas forcément tout le temps, d'avoir la chance de passer ces moments-là avec eux et clairement, c'est eux qui me l'ont fait voir, quoi. Parce que, j'ai appris à les connaître, je les ai vus plus, en fait, beaucoup plus que quand tu les vois que le soir entre, 18 et 21:00 ou les enfin, tu vois, dans notre vie quotidienne, à Paris pour nous et je les ai vus évoluer aussi entre, l'arrivée à Mexico et notre départ de Bogota en Colombie. En vrai, ils ont vachement changé et je suis hyper heureuse d'avoir, assisté à cette évolution, à leur ouverture d'esprit, à l'apprentissage de l'espagnol, au fait qu'ils regardent les gens dans les yeux quand ils s'adressent à eux, qu'ils sont open, qu'ils ont pas peur de rien. Qui sont bien quoi, qui se sont adaptés aussi à des mouvements, à une vie, nomade, à des gens, qui leur ressemblent pas, à une langue qui n'est pas la leur, à un cadre qui est complètement différent de ce à quoi ils sont habitués donc non, c'était fascinant de les voir, quoi. Et même, par exemple, ta fille, quand tu dis, «Ils ont beaucoup changé», il me semble que tu as observé un peu aussi sa sensibilisation à la pollution, où sur les plages, Mmh. elle allait, ramasser pour que les tortues, mangent pas les bouts de plastique, c'est ça, il me semble? Oui, ça nous tenait à cœur aussi qu'on profite de ce voyage pour, les sensibiliser, à la marche du monde et leur donner cette conscience écologique qu'on essaye de leur donner au quotidien. Mais c'est vrai que là, face à une telle nature,
Quand on est au Costa Rica et qu'on est face à des forêts primaires, à des animaux qui n'ont pas bougé depuis des centaines de milliers d'années, des animaux qui vivent très bien sans l'homme au milieu de la forêt, c'est vrai que c'est quand on est face au canal de Panama et qu'on voit passer des porte-conteneurs immenses avec des milliers de containers qui transportent on ne sait quoi par milliers, millions de tonnes. C'était important pour nous d'en profiter pour, ouais, pour les sensibiliser et effectivement, hein, Madeleine, elle s'est transformée en Greta Thunberg, quoi, de la cause animale, quoi. Et j'imagine que l'audience va se poser la question: comment vous avez fait pour l'école, en fait? Bah, écoute, on s'est pas trop pris la tête sur cette question de l'école. On a la chance d'avoir des enfants qui ont pas de problème, à l'école. Ils sont à niveau, ils sont bien. Et on avait, les formalités, elles sont hyper simples, hein. On a fait une demande, à l'académie, via la directrice de l'école, qui a été acceptée. On a écrit un papier comme quoi sur l'honneur, comme quoi on délivrerait l'enseignement et ensuite on a, pendant les 2 premiers mois au Mexique, on était un peu plus stable parce qu'on avait un peu tout préparé en amont. On a tous les matins, on faisait 1 heure, de classe avec, le matériel que nous avaient mis à dispo les instituts et nous ils étaient en CE1 et CM1 et ils avaient un carnet dans lequel ils écrivaient, ce qui s'était passé la veille et dessinaient et collaient et cetera, un carnet de voyage et ça a très, très bien marché parce qu'ils étaient devenus complètement accros au journaling, en fait et tous les matins, ils réclamaient et ils voulaient. Même quand on a été moins rigoureux le travail scolaire, après quelques mois de voyage où là, on a relâché un peu, parce que, c'était bien comme ça. Oui, puis il me semble que pour vous, la priorité, c'était vraiment, tout cet apprentissage au quotidien, par les activités que vous faisiez, les découvertes, c'était plus ça, vraiment le cœur de ce qu'ils allaient apprendre. Ben, c'est sûr, c'est bateau de dire ça, mais ils ont appris tellement, au-delà de l'enseignement scolaire, des apprentissages scolaires. Ils ont tellement appris sur le monde que et sur eux-mêmes, que voilà, c'était pas enfin, pour nous, c'était pas du tout un problème, et c'était pas presque pas un sujet, en fait. Et si maintenant on reprend un petit peu la trame de votre voyage, donc il y avait les 2 premiers mois au Mexique. Donc là, comme tu nous disais, c'est, toutes ces couleurs, qui ont rythmé un petit peu votre voyage. Ensuite, vous êtes partis au Guatemala, où vous êtes restés une dizaine de jours, il me semble. Là, pareil, même exercice, quand tu fermes les yeux et que tu repenses à ces 10 jours au Guatemala, qu'est-ce qui te vient, tout de suite en mémoire? Alors au Guatemala, c'est pour moi, ça n'a pas été ma meilleure expérience. C'est très, très empirique. Je me suis pas sentie à l'aise, dans le pays. J'ai trouvé ça très touristique mais je pense que ça tient vraiment à notre expérience personnelle. Il y a plein de gens qui voyagent au Guatemala et qui ont eu une super expérience donc voilà, je dis pas du tout: «N'allez pas au Guatemala, c'est nul». C'est pas du tout ce que je pense. Nous, l'expérience qu'on a eue, moi, elle m'a dans pas mal de cas mis mal à l'aise. Heu, on a fait, l'ascension de l'Akatenango, qui est l'excursion, phare du pays. C'est un volcan. On arrive tout en haut, du volcan qui n'est plus en activité pour en voir un autre, El Fuego, qui est en activité permanente, donc qui est en éruption, en fait, toute la nuit. Donc c'est vrai que le spectacle est incroyable et unique, mais c'est fait dans des conditions, supra touristiques où tu es à la queue leu leu dans une rando de 5 heures. Mmh. Enfin moi, j'avoue, je suis pas trop habituée à ça, donc c'était pas mon gros kiff et puis même dans les lieux qu'on a visités, les endroits sont sublimes, sublimes, absolument, captivants. Le lac Atitlan, c'est un tu pourrais y rester, des années parce que tu es complètement aspiré par la beauté du lieu. Mais en revanche, le rapport avec, le mélange touristes, locaux, indigènes, culture indigène, les hippies allemands et tout, moi, oh, j'ai pas aimé. Non, mais merci pour ta franchise. C'est de toute façon, voilà, sur le podcast, je prône justement cette vérité pour chacun d'entre vous. Chacun a sa propre expérience et par contre, après, vous êtes allés au Salvador où là, tu me disais, ça a été ton pays coup de cœur, en fait, pendant cette, aventure. Oui, alors, le Salvador, autant te dire qu'avant de partir, je ne le situais pas sur la carte et je ne connaissais pas vraiment son histoire. Je savais, que c'était un pays dangereux à cause des gangs, mais c'est tout ce que je savais et c'est aussi un des aspects qui nous a vachement porté avec mon chéri pendant ce voyage, c'était de découvrir toute l'histoire, de ces pays d'Amérique centrale qui sont,
franchement, sans exception, à part peut-être le Costa Rica parce qu'ils ont fait les choses de façon complètement différente. Mais, mais sinon, c'est des pays qui ont une histoire tragique déjà avec la conquista espagnole, la destruction des cultures et des populations indigènes. Et puis après, c'est des années, des siècles d'oppression, de massacres, de dictature, de militaires. Bon, voilà. Donc, c'est toutes des histoires, franchement, je te dis, quelle résilience ils ont à chaque fois. Et le Salvador, en fait, quand on est arrivé, on a vite compris la situation en se renseignant. Et en plus, le couple que j'avais interviewé ont une agence touristique. Elisa nous a beaucoup guidés dans la visite de la capitale, San Salvador, et dans notre périple dans le reste du pays, qui est un tout petit pays. Hein, c'est tout petit, il y a 7 millions d'habitants, donc c'est vraiment pas grand. En parlant espagnol, le fait de pouvoir discuter avec les Salvadoriens de leur histoire, de comprendre tout ce qui s'est passé, notamment ces 30 dernières années, et comment aujourd'hui, en 2026, il n'y a plus du tout d'insécurité dans le pays, puisque le président, on va l'appeler comme ça, a nettoyé les rues des gangs, et que du coup, les Salvadoriens ont retrouvé leur liberté de mouvement, de comprendre si vraiment c'est la délivrance absolue ou si ce nouveau personnage politique n'est pas en train de largement abuser de ses pouvoirs. Moi, c'était une quête mais fascinante, quoi. J'étais passée en mode journaliste et je parlais avec tous les gens avec lesquels je pouvais échanger pour comprendre la situation dans laquelle ils étaient. Et puis, c'est un très joli petit pays. C'est facile de se déplacer, c'est facile de circuler. Les trajets sont courts, les routes pourries, mais c'est pas grave. Mais pas toutes, hein, j'exagère. Il y a eu un effondrement de route quand on y était, donc, qui a paralysé le pays. Et les gens, mais d'une gentillesse extrême. Donc oui, petit coup de cœur sur cette expérience, qui était vraiment, pour moi, au-delà du pays, très humaine. Et après, vous avez enchaîné avec le Costa Rica, le Panama, pour enfin terminer avec la Colombie. Costa Rica, on hésite à y aller parce que ça avait la réputation d'être très cher. Ce n'est pas qu'une réputation, c'est vraiment très, très cher. Il faut être très, très riche. Donc, on avait anticipé dans notre budget déjà. Donc, pour faire une comparaison, en Colombie, un repas menú del día, c'est 3 € par personne, avec entrée, plat, dessert. Au Costa Rica, le moindre restaurant, que ce soit ce qu'ils appellent restaurante ou soda, donc les restos un peu genre moins chicos, quoi, c'est minimum 20 € par personne. Minimum. Et quand tu vas dans un restaurant, c'est 40. Et toutes les zones touristiques, tous les parcs naturels sont payants et c'est extrêmement cher. Dans les plus grands parcs du pays, sur la côte Pacifique, tu peux payer 120 $ par personne l'entrée du parc, plus le guide que tu payes à l'intérieur. Donc, quand tu es à 4, ça fait vite un budget, tu vois. Donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a réussi à se défaire de cette pression de la case cochée, comme je l'appelle, pour ne pas aller dans ces endroits absolument extraordinaires dont on nous parle dans les guides, parce que c'était trop cher. Et donc, on est resté sur la côte Caraïbe, à des endroits où les parcs et l'entrée étaient sur donation. Donc, tu donnes ce que tu veux. Donc, par exemple, on est resté 2 semaines à Cahuita, qui est une bourgade. Pas grand-chose à faire, si ce n'est de payer 5 $ pour aller à l'intérieur du parc naturel, qui est en fait le bout qui est une plage, en fait, avec au milieu la jungle et des paresseux et des ratons laveurs et des tortues et des toucans. Et voilà. Et d'y aller plusieurs fois. Et on est resté là. On avait une espèce de cabane dans un immense jardin où on cohabitait avec les singes Congo, les singes capucins, un alligator, des insectes incroyables, un serpent, enfin voilà. Oui, donc en fait, vous avez réussi à vous faire votre propre expérience de ce Ouais. pays, sortir un petit peu des sentiers battus, quoi. Sans payer trop cher. On était on n'était pas hors des sentiers battus, mais parce que c'est compliqué de faire ça au Costa Rica, mais on a réussi à pas se ruiner. Et ensuite, le Panama, on y est resté moins longtemps. On est allé voir le canal, on est allé à Bocas del Toro, qui est aussi un endroit très touristique,
très beau. Et en fait, on a rejoint la Colombie par la mer parce que c'est pas possible de passer par la voie terrestre. C'est interdit. C'est le passage, c'est la route des migrants. Il y a déjà des documentaires qui ont été faits sur le sujet. C'est extrêmement dangereux, narcotrafiquants, migrants. Bon, c'est interdit pour les touristes. Donc, soit tu passes par l'avion, soit tu prends l'avion, soit tu passes par la voie maritime. Et donc, nous, on a choisi de faire une excursion de 5 jours pour rejoindre la Colombie en passant par les îles San Blas, qui est un archipel d'îles paradisiaques. Et c'était extra. Et ensuite, on est arrivé où là, on avait pendant 5 jours, on dormait, on se déplaçait en bateau, on dormait dans des hamacs. Voilà, c'était cool, très très cool. Et après, on est arrivé en Colombie. Et en Colombie, on est resté presque 2 mois. Gros coup de cœur Colombie pour les gens. Ils sont extrêmement gentils. Les paisas, les habitants du centre de la Colombie sont connus pour leur gentillesse. Je crois qu'ils sont connus pour être le peuple le plus gentil du monde. Ben moi, je confirme. Je vote. Je vote oui. Pour moi, en tout cas, c'était les plus gentils du monde. Je sais pas, ils sont tous gentils. Tu vas au supermarché, le vendeur est gentil. Tu vas acheter au restaurant, le vendeur est gentil. Le taxi est gentil. Les gens dans la rue sont gentils. Tout le monde est gentil. C'est incroyable. Ça change tout, en fait, à ton expérience de vie. Des couleurs et de la gentillesse, du coup. Ouais, et super coloré aussi. Donc bien évidemment, j'aurais adoré qu'on puisse creuser un peu plus en détail chacun de ces pays, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Mais d'ailleurs, en parlant d'autre fois, si tu pouvais retourner dans un de ces pays que vous avez visités pour profiter encore plus, découvrir encore plus la culture, là tout de suite, tu repartirais où? Trop dur cette question. Comme ça, au premier abord, je dirais Colombie parce que on est resté 2 mois, mais c'est un pays qui est immense et il y a plusieurs pays à l'intérieur d'un pays. Et les différences culturelles sont assez magiques d'ailleurs entre la côte Caraïbe et la Zona Cafetera en dessous de Medellín, au sud de Medellín. En vrai, c'est tellement différent. Donc, ouais, je crois que je dirais la Colombie, mais aussi le Salvador et aussi le Mexique. En fait, repartir pour 6 mois de plus. Ouais, voilà. Est-ce que tu pourrais partager avec nous maintenant peut-être ce que ça a transformé en toi, en fait, ce voyage? Parce que sur le podcast, on parle des découvertes culturelles, de tout ce que les invités ont pu découvrir, mais aussi toute cette transformation intérieure qu'il y a pu avoir. Qu'est-ce qui te vient là tout de suite par rapport à ces 6 mois? Je dirais d'abord le goût du voyage. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas voyagé pendant presque une dizaine d'années parce que ma conscience me disait que c'était pas la bonne chose à faire. Et mes enfants, de ce fait, ils ont pratiquement pas voyagé jusqu'à avant ce voyage. Comme quoi, ils s'adaptent, hein, vraiment très, très, très bien. Et de retour, je me dis: «Non mais OK, très bien, mais c'est très bien d'avoir une conscience écologique. En revanche, heu, c'est nécessaire d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est nécessaire d'aller voir ailleurs d'autres visions du monde. C'est nécessaire d'aller voir comment les gens pensent, de l'autre côté de la planète, de voir comment ils vivent, dans quelles conditions ils vivent, selon quelle philosophie de vie». C'est essentiel aussi, enfin, c'est essentiel pour l'être humain, heu, d'avoir, de pouvoir voir ça, en fait et de le vivre. Parce que c'est comme ça que je pense qu'on se sent vivant. Ça contribue beaucoup avec l'amour, heu et qu'on comprend le monde dans lequel on vit et qu'on n'est pas des électrons libres qui n'en font, chacun qu'à leur tête. Donc déjà le goût du voyage je considère qu'on n'est pas les plus grands pollueurs. Nous, êtres humains, on fait les choses consciemment. Je ne vais pas prendre l'avion pour aller, 2 jours au Japon. Donc on va plutôt penser en grand voyage, mais en tout cas, je m'interdirai pas de prendre l'avion. Ça va choquer, mais je m'interdirai pas de prendre l'avion. Ensuite, il y a vraiment cette notion de temps. Le guide vraiment, notre envie avec ce voyage, c'était de prendre le temps. On n'a jamais couru. On a passé beaucoup de temps aux mêmes endroits. C'était un choix. 3 semaines par-ci, 2 semaines par-là, 3 semaines par-ci. Rarement une seule nuit, quasiment jamais une seule nuit au même endroit. Pour prendre le temps, pour sentir
les gens, le rythme, le tempo, la façon de vivre. Nous aussi, prendre le temps d'être ensemble. Et finalement, dans nos vies de tous les jours, c'est vraiment rare d'y arriver. Donc vraiment ce temps d'être ensemble, loin de toute contrainte, parce que le voyage, ces 6 mois, ça a quand même été un moment presque sans contrainte, hein. Les seules contraintes qu'on avait, c'était se nourrir, trouver un toit et ne pas avoir trop chaud ou trop froid. Beaucoup plus souvent trop chaud. Euh, mais on n'avait pas de contraintes, notamment aucune sollicitation sociale presque. Et donc ce temps, je pense vraiment qu'il faut renouveler ça et le revivre pour entretenir notre lien familial, notre noyau à 4. Est-ce que tu sens que tu n'étais plus la même personne, à votre retour, comparée à votre départ? Question très cheesy, mais Je sais pas si j'étais pas la même personne, j'ai plutôt l'impression d'avoir renoué avec une version de moi-même quand j'étais plus jeune. Parce qu'effectivement, dans ma vingtaine, j'ai beaucoup voyagé et j'étais un peu dopée à ça et j'aimais ça. Et ensuite, quand on a eu les enfants, Covid, prise de conscience, on s'est arrêté et j'ai perdu, je crois. Enfin, je l'ai pas perdu, mais tu vois, il était plus là, ce goût de l'aventure, ce goût de l'inconnu, de l'autre, de la différence. Il était moins présent dans ma vie. Et là, je me suis dit, mais comment je fais pour passer 10 ans sans voyager? C'est pas possible, en fait. Ça fait partie de moi. Je veux ça, quoi. Je le veux dans ma vie. Donc, j'ai plutôt renoué avec la Marie-Charlotte de ma vingtaine. j'aime beaucoup et merci de nous partager ça. Et donc il y a eu ce retour et j'imagine que c'est pas simple après, ces 6 mois d'aventure, assez incroyables avec, vos enfants. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous avez vécu ça? Peut-être, tous les 4, que ça soit tes enfants, comment ils l'ont pris, comment ils l'ont vécu, comment vous l'avez vécu, en tant que couple? Enfin voilà, si tu peux nous livrer comment ça s'est passé ce retour en France? Oh putain! Attends, j'hésite entre l'effondrement général ou non. Alors, ce n'est pas simple, hein. Alors les enfants, aucun problème. Alors comme à l'aller, quand on est arrivé en voyage et pendant tout le voyage et au retour, alors eux, ils ont une capacité d'adaptation, vraiment hors du commun. En tout cas les 2 miens. Donc eux, vraiment comme des poissons dans l'eau, le retour à l'école, ils étaient hyper contents de retrouver l'école, les maîtres, le cadre, les copains, les copines, les grands-mères, les cousins et tous ils étaient super contents, vraiment, même le grand l'attendait avec assez d'impatience sur le dernier mois de voyage. Alors pour les grands, donc pour, mon mec et moi, ça a été, une autre histoire, hein. Il y a eu plusieurs vagues, hein. Il y a eu la vague, «Tiens, prends-toi ça dans la gueule». Donc là, c'est le retour à la réalité. Non, disons qu'il y a une première phase de sidération. Où suis-je? Qui suis-je? Que fais-je ici? Et pourquoi je ne bouge plus autant qu'avant? Et pourquoi je ne vois pas des trucs, que je ne connais pas à tous les coins de rue? Ça. Ensuite, il y a eu, ouais, la grosse queuque-là de retourner au boulot, pour, mon chéri. De retrouver les contraintes horaires des enfants, de l'école et tout. Et là, ouais, là, ça fait mal. Là, on était en PLS total. Après, on a retrouvé le rythme parce que tu es bien obligé. Et après, il y a eu des questions existentielles qu'il a fallu gérer, chacun de son côté. Donc, lui, il a eu les siennes, moi, j'ai eu les miennes. Le temps qu'il analyse ce qui est en train de se passer chez lui, que je fasse la même chose de mon côté, il y a eu quelques étincelles. Après, il y a eu un clash. Et après, le temps de réatterrir, et de se reconnecter et de recommuniquer. Et maintenant, tout va bien. Mais ça a été un défi après le défi du voyage que je n'avais pas forcément anticipé. Et oui, et ça, je le dis beaucoup avec mes invités, que c'est presque un autre voyage en soi, ce retour, toute cette adaptation, surtout sur une si longue durée. Donc merci pour ta transparence et ton honnêteté de nous partager tout ça. Et justement, quand tu parlais de questions existentielles, quand on parlait en off, toutes les 2, tu me disais que c'était vraiment le challenge aussi de voir comment continuer à cultiver cette aventure et cette découverte permanente pour tes enfants, en Mmh. fait. Ouais, du coup, c'est devenu effectivement important dans notre, projet de famille. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais et on est en train de se dire que, on va voyager et qu'on va le faire, à notre manière, hem, en partant toujours à la quête de quelque chose.
Donc, par exemple, notre prochaine mission s'appelle donc la mission Fennec et nous allons partir dans le désert en Afrique du Nord pour essayer de voir des fennecs dans leur habitat naturel, animal préféré de ma fille. Donc, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait. Tu vois, je me dis, s'il y a un bouquin, s'il y a un fait historique, un personnage, un auteur, un manga qui les stimule et les émeut particulièrement, ça peut être un bon prétexte à voyager et à aller découvrir d'autres choses. J'aime bien cette idée de cultiver ce goût du voyage, ce goût de l'autre, ce goût de l'inconnu comme ça, avec une raison au départ pour partir. Ça, c'est pour tes enfants, mais pour toi, du coup. Alors attends, c'était quoi la question? Comment tu vas réussir à faire perdurer un petit peu tout ce que tu as pu gagner à travers ce voyage pour maintenir un petit peu l'aventure dans ton quotidien? Je crois qu'il s'agit de cultiver ma curiosité. Et c'est pas toujours évident parce que quand on est pris dans la routine et dans le flot du quotidien, on a déjà beaucoup de charge mentale, on est déjà beaucoup sollicité. Et l'idée, c'est que comme tu as besoin d'espace pour entretenir ton couple, je pense que tu as besoin d'espace pour entretenir ta curiosité. Donc, c'est toujours me garder des moments de l'espace pour lire. Ça paraît complètement bateau, mais c'est tellement vrai. Aller voir des expos, aller voir des docus. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, me donner l'autorisation et l'espace pour m'atteler à découvrir de quoi il s'agit exactement. Et puis, ouais, pour entretenir cette flamme, tu vois, cette étincelle qui, pour moi, est un vrai trigger pour entrer en mouvement. Beh, merci, je trouve que c'est une belle invitation pour l'audience à garder cette soif, de Mmh. curiosité. Et écoute, là, je te laisse le mot de la fin. Si tu n'avais qu'une chose à transmettre, à l'audience pour conclure, vraiment libre à toi. Je crois que j'ai envie de parler du temps. Vraiment, ce que j'ai compris, c'est le temps, la gestion du temps en voyage et du coup, par ricochet dans nos vies est super importante. J'ai toujours l'impression de courir après le temps, mais il est possible de s'en donner. Il faut s'en donner les moyens et derrière la récompense, elle est immense. Beh, écoute, merci beaucoup MC pour tous ces apprentissages que tu as pu transmettre, à l'audience. Moi, tu vois, je me vois avec plein de couleurs, j'imagine aussi l'ambiance à Buenos Aires, avec cette histoire d'où tout est parti, en fait. Et écoute, à très bientôt sur ton podcast pour, les gens qui veulent plonger un petit peu encore plus dans l'amour. Tu arrives à décortiquer toutes les histoires avec brio, donc encore merci à toi. Merci à toi Camille pour cet espace et j'espère vraiment avoir donné envie d'étincelles à ton audience. Complètement. Beh, écoute, à très bientôt. Salut! Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.